Je croyais que je rêvais, que c'était une chose que j'avais fait pour faire du cinéma. J'ai pensé ça pendant longtemps. Mais pour l'expliquer, le rendre, dire ce que c'est, je ne peux pas. Mais c'est dans ma tête qui se passe. Voilà. On bénéficie toujours de l'existant, et qui est pratiquement le démarrage de l'histoire. Puis cette histoire, elle se développe de l'intérieur vers l'extérieur, à tous les niveaux et à tous les étages. Et finalement, c'est une rencontre progressive, filtre par filtre, étape par étape, de ce qui est le plus intérieur vers ce qui va vers l'extérieur, vers le paysage, vers le soleil, vers la lumière et vers l'air. Un scandale. C'est un scandale qui nous a menés au plus. C'est que le ministère de la Ville, créé en 2004, crée en même temps quelque chose qui est intéressant du point de vue de la gestion de l'économie du logement et de l'intérêt au logement, mais qui est complètement dévoyé par une règle du jeu qui est le fait qu'il y a déjà une préanalyse sur des territoires qui sont les territoires des grands ensembles, où on dit que finalement ces territoires-là sont des grands ensembles. Les grands ensembles sont des territoires maudits, mal aimés, incapables de... Et c'est comme ça qu'on a commencé plus, parce que c'est en réagissant par rapport à une volonté politique qu'on s'est mis à réfléchir un peu plus précisément et à poser nos réflexions de façon écrite et un peu ordonnée par rapport à des choix qui nous paraissaient complètement fous. Voilà. Un, du point de vue de l'économie, deux, du point de vue de la considération des gens qui habitaient, et trois, du point de vue de la capacité générale de l'architecture à produire, à avoir produit du confort, du plaisir, de la vie, et la capacité d'en produire une nouvelle. Le paysage est dégagé ce soir pour plusieurs milliers d'habitants de la cité des 4000 à la Courneuve. En 8 secondes et dans un grand nuage de fumée, un immeuble de 16 étages et près de 200 mètres de long a été démoli à l'explosif. Un seul mot, spectaculaire. 13h06 et 30 secondes à la cité des 4000 à la Courneuve. Dans 30 secondes, le coup de barre, l'immeuble Debussy, celui-là, près de 200 mètres de long, rayé de la carte. La restructuration de la cité est en marche. Aujourd'hui, un grand pas. Le désenclavement des bâtiments passe par 600 kg de dynamite. Grand spectacle, les personnalités sont là. C'est choquant d'être dans une situation où on voit vraiment que c'est très difficile de se loger, que Paris, les gens n'arrivent pas à trouver de logement, qu'il y a 20 000 personnes qui dorment dans les rues, sous les ponts, à côté du canal, etc. Et que dans le même temps, on se gargarise en faisant passer à la télé un ministre qui appuie sur un bouton et qui fait exploser une barre dans laquelle des gens ont habité. Et c'est d'une violence terrible. Et la télé, elle est là pour filmer les larmes des gens qui étaient là et qui se disent on avait aussi des bons souvenirs et peut-être que c'était obligé de faire ça. Et puis c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est quand même depuis que ce programme a été lancé, il y a 150 000 logements comme ça qui ont été démolis. Depuis 10 ans, c'est le rôle de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Tout est parti d'un constat. Aujourd'hui, j'aurais pas acheté dans l'état où c'est maintenant. On a plein de rats en dessous. Le chômage, tout le truc social. Dans de nombreux quartiers de France métropolitaine et d'outre-mer, les conditions de vie étaient devenues indécentes. Tout avait commencé dans les années 60. Il fallait alors loger les rapatriés d'Algérie. On bâtit donc ici, en pleine campagne, une ville nouvelle, avec une vision architecturale qui vieillit mal. Quand on a assez cette réaction qu'on est rentré dans le sujet, c'est précisément le fait de dire qu'il fallait porter un autre regard et pas regarder, pas voir des barres, des tours que tout le monde jugeait laides ou dégradées depuis l'extérieur, mais que précisément si on rentrait dans chaque situation,
on voyait complètement autre chose et que précisément la question de la forme, qu'elle soit une barre, une tour, n'avait au fond pas beaucoup d'importance. Et que du coup on a vraiment situé ce travail du plus à partir du logement, c'est-à-dire logement après logement. C'est un travail que tu ne pourrais pas faire précisément si tu considères les choses en masse, en quantité, en vue lointaine, en master plan. Et c'est juste le fait de renverser l'attitude qui amène aussi à cette situation de cas par cas, d'inventaire. Et si on s'est intéressé aussi beaucoup à l'existence, c'est parce que ces existants-là, quand on a parlé de l'intérieur, c'est qu'il fallait absolument pouvoir démontrer aux gens qui s'occupaient juste de l'architecture en termes d'objets, que cette architecture-là, elle était capable, elle avait une capacité de faire vivre des gens, d'accueillir, de donner du plaisir, qu'elle était aussi, elle comprenait l'histoire des gens qui avaient habité ou qui vivaient là depuis longtemps, que c'était pas anodin, c'était pas rien. L'architecture, c'est pas simplement de la forme construite. La question du logement, on l'avait posée en termes d'inventaire, c'est-à-dire qu'effectivement, si on veut être pertinent auprès d'un bailleur, auprès d'une municipalité ou d'une collectivité, il faut leur mettre en évidence la quantité des choses. Bon. Et c'est le travail qu'on avait fait qui était extrêmement intéressant, qui est extrêmement pesant, extrêmement lourd, mais extrêmement précis. Effectivement, de décompter toutes les situations existantes, aller dedans, vérifier toutes les choses, de façon à avoir un outil de connaissance qui ne soit pas simplement une vision un petit peu large et aléatoire des choses à faire ici ou là, mais en fait se poser réellement des questions sur ce qu'on a, comment on le connaît, comment on peut le connaître, comment on peut en faire la distinction, comment on peut effectivement hiérarchiser des difficultés ou des facilités, de façon à ne pas agir de façon un peu aléatoire, opportuniste ou pire, malveillante, sur certaines localisations géographiques d'une ville. Bon. Donc cette idée d'inventeur, elle rejoint un peu tout ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin d'être à la fois extrêmement précis en parlant de la question de l'intérieur, mais pour pouvoir parler de l'intérieur, dire qu'il y a des milliers d'intérieurs et qu'il faut considérer ces milliers d'intérieurs. Et ça rejoint une stratégie politique qu'on avait essayé de mettre en place dans l'étude sur la communauté urbaine de Bordeaux et puis le plus, qui est effectivement de pouvoir décider ou pas décider, de pouvoir agir ou pas agir. Ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que on a fait quand même ce travail dans le cadre du plus, dans un contexte très particulier politique, qui était celui de l'action et de l'opération de démolition, mais que finalement aujourd'hui ce travail-là n'apparaît plus tellement dans cette notion de réaction, mais c'est étonnant de voir au fond comment il a rencontré une préoccupation internationale, puisque au fond, ce sujet-là d'améliorer la qualité du logement et spécifiquement du logement moderne des années 60, on voit finalement que c'est un sujet qui se pose très, très largement partout. Et au fond, je pense que ce qu'on a fait, nous, en réaction d'une situation française, au fond, il y a beaucoup plus d'écho partout ailleurs, même si... très spontanément, on pourrait dire qu'il n'y a pas beaucoup d'effets, mais, il a beaucoup plus d'écho dans la réflexion. C'est presque devenu une sorte de référence dans la façon de penser, en fait, ou de considérer les choses. Quoi. Que même quand il n'y a pas d'intention de démolition, il y a quand même une question particulière sur la notion de rénovation et de transformation. Effectivement, dans toutes les constructions des années 50, 60, 70, qui ont été faites très très vite pour répondre à des besoins d'habitat à ce moment-là, dans la plupart des cas, autour des villes, dans les banlieues, elles ont été faites de façon incomplète. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de compléter ce qui était incomplet et qui précisément s'était limité à une façade faite de petits percements, de petites fenêtres avec un refus de voir le paysage qu'on pouvait voir, d'avoir une extension vers l'extérieur par des balcons. Mais malgré tout, cet existant incomplet, il a une valeur, il a une qualité, il est habité, il a une histoire, il suffit de la prolonger. Et le coût de cette prolongation,
il est effectivement beaucoup moins important que le fait de revenir à zéro et de reconstruire. Et il permet d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'effectivement, tout d'un coup, les appartements offrent beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de confort. On parle souvent d'un logement qui se transforme en villa, c'est-à-dire un logement et du plaisir autour. Et c'est des facilités autour, des vues, des paysages, du sol, de se dire qu'au-delà de la façade, il y a toujours du sol, même si on est au 10e étage. Et c'est transformer un appartement qui n'a pas cette facilité en une villa. On ne s'entend pas que ça finisse comme ça. Je vois comme ça, je vois une énorme chose très bien faite. C'est mes yeux, voilà, finalement. C'est avec ça que je vis maintenant. Parce qu'avant, on était ici enfermés. On ne sortait pas, on était là, il y avait des petites fenêtres, tu voyais rien du tout, quoi. Dans les jardins d'hiver, je fais beaucoup de choses. Je me promène, je sors dehors, je regarde les gens qui travaillent à l'extérieur. J'arrose mes plantes, tout, quoi, et je fais la vie. Moi, je vis avec mon copain, le temps. Vous connaissez le temps? Je suis à l'ascenseur, je trouve des gens, et je leur parle, il fait chaud, il fait froid, il va faire mauvais. Et c'est toujours mon compagnon de route. Il ne me suit pas trop. Et puis après, ça continue, et je parle de mon balcon. Je préfère le balcon que l'appartement. C'est normal. C'est une autre vie. Là, je suis dehors, je sors à l'autre balcon, le petit, c'est dehors à l'extérieur, je vois tout le monde, je regarde les gens, c'est comme si je suis dehors, à la rue. Si on voulait parler d'architecture, c'est peut-être cette façon de fabriquer des fragments qui ont chacun leur... fragment, c'est un espace aussi petit qu'il soit, qui a ses qualités et qui se met en relation avec d'autres fragments. Donc peut-être l'architecture, c'est ce processus-là d'addition de fragments et de fabrication d'habiter. Cette idée de lier l'espace et l'architecture à l'habiter. Et donc, de fait, c'est toujours de se placer de l'intérieur, c'est-à-dire dans la position, dans le mouvement, dans le regard de celui qui habite un espace. Au fond, l'espace, c'est une question de déplacement, de relation, et que cette chose-là, en fait, on la vit de l'intérieur. Donc, on est arrivé à cette façon de faire par l'idée d'habiter qui est profondément liée à la question du dedans. C'est-à-dire qu'on va toujours d'un dedans vers un autre dedans. Même quand on est dehors, on est dans quelque chose. C'est un peu la question de la situation. Et on voit bien que ces jardins d'hiver, en plus, la plupart du temps, ça devient les lieux de la créativité ou de l'appropriation, parce qu'ils sont moins contraints ou moins connotés par rapport aux pièces classiques de la maison. C'est assez... Ce que je trouve intéressant, c'est c'est comme s'il n'y avait plus de limites. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est plus un logement qui est arrêté par un mur avec une fenêtre, ça devient un terrain. Et on a même l'impression qu'au-delà du balcon, c'est toujours ton terrain. Un peu comme tu vois précisément à la Cap Ferrée, si tu veux, tu as le droit à ce que tu vois. Voilà, tu as le droit à tout, jusqu'où tu vois, c'est toujours... et cette liberté de se bouger, de bouger sur ce terrain, c'est ça que je trouve intéressant. C'est ce qu'ont fait les gens, globalement, enfin, surtout sur les territoires agricoles, parce qu'ils sont moins contraints peut-être par les questions d'urbanisme, où ils ont besoin d'une étable en plus, d'une chambre en plus, d'une évolution en plus, et effectivement, ils répondent à des besoins par un accroissement de leur matrice, de leur système existant. Ils ne vont pas démolir leur ferme pour reconstruire une ferme plus grande à côté. Ils ne sont pas idiots. Nous, on revient simplement à ces choses-là, une simplicité de l'évolution de ce qu'on a. Et c'est finalement de voir comment
en ville, là où il y a plus de densité, où il y a plus de hauteur, comment on peut prolonger les sols. Voilà, c'est de se dire que ce qui apparaît assez simple quand on est en race campagne au niveau du sol naturel, comment finalement la ville pourrait permettre de le développer à tous les niveaux et à tous les étages pour offrir cette possibilité d'extension supplémentaire, en complément, en supplément des planchers qui existent déjà. Donc cette idée de prolonger les sols à tous les niveaux, c'est ça qui permet de donner plus de liberté, plus de possibilités, à partir chaque fois de l'existant. En premier temps, je me rapproche au maximum, on descend le balcon et ensuite, avec de la finesse, on vient se rapprocher contre la façade avec deux compagnons de chaque côté qui la maintiennent pour éviter qu'elle tourne. Et à ce moment-là, quand le balcon est en position, donc on me guide par radio et je descends en micro-vitesse très doucement pour le mettre en place. Je mets environ, je dirais, une moyenne de 15 minutes pour poser un balcon. Nous posons 14 poteaux par jour et 6 balcons. Le balcon fait 9 tonnes, mais je lâche la charge de 4 tonnes. C'est-à-dire que bon, je le maintiens encore à 5 tonnes pour que mes collègues compagnons puissent faire le réglage, affiner le réglage, quoi. Aller jusqu'au millimètre près. Donc c'est pas posé n'importe comment, d'un côté, c'est bon, on va rattraper, non, c'est pas du tout comme ça. Tout est aligné parfaitement, la hauteur par rapport au poteau, il y a des cales, tout est réglé au laser. Mais je viens très près des façades, à frôler les façades, voilà. Et par la suite, si nous avons parlé, il y a des personnes qui préparent là, pour claboter les balcons, c'est-à-dire le clabotage, la fixation des balcons avec du béton. Et donc, également avec ma benne, je viens contre les façades, à frôler les façades, en faisant attention de ne pas casser les vitres les façades. C'est une chose aussi qui est très délicate, surtout qu'il y a du vent, s'il y a des gens qui vivent ici à l'intérieur, donc il faut être prudent, faire attention et il m'est arrivé d'avoir trop de vent et puis de partir, de dégager avec ma benne parce que ça poussait trop, quoi. Je rentre par une pièce, je sors par l'autre, enfin je fais du va-et-vient un peu n'importe comment, mais et bon c'est ça qui est rigolo quoi. Puis justement c'est ce qui est grand, on se perd presque. Sinon je sais pas, on s'y fait au fur et à mesure. Voilà, on peut pas s'y faire du jour au lendemain, c'est pas possible. Parce que on est trop choqués, justement, on se dit mais qu'est-ce qu'on va en faire, c'est grand, on va mettre quoi, où, comment. C'est complètement troublant, hein. La première fois que j'ai mis le pied dessus, en plus c'était vide, ça résonnait et tout, donc oui, j'avais l'impression que c'était un deuxième appartement, quoi, en fait. C'est l'opposé de ce que je ressentais avant que ce soit fait, c'est-à-dire que bon, on ouvrait juste une fenêtre, que là on peut tout ouvrir en grand, c'est pas une fenêtre, c'est 3 en même temps, c'est... Moi j'aime pas vivre enfermé, donc avant je respirais pas, quoi, maintenant je respire. La preuve, mes plantes elles ont doublé de volume.
Bon, pas moi, heureusement. Pardon.